Good day, ladies and gentlemen. Thank you once again for saving the rendezvous over for you, Television Africa, where we debut this newscast in the French language. Bon après-midi. Good day to you. Ouvrons donc cette partie en langue française du côté de la République centrafricaine et justement parlons donc de la gouvernance où le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, était donc le 28 octobre 2022 face au corps diplomatique accrédité de la République centrafricaine. Le chef de l'État a tenu tout d'abord à expliquer aux différents pays étrangers ce qui se passe dans son pays, surtout concernant la politique. Galé Bokeya. Face à la situation sociopolitique assez tumultueuse, le président de la République, professeur Faustin-Archange Touadéra, a rencontré le vendredi 28 octobre 2022 le corps diplomatique en Centrafrique pour clarifier les choses afin de ne pas laisser la place à des interprétations tendancieuses. Dans son mot de circonstance, le président centrafricain a tout d'abord tenu à remercier ses diplomates qui ont accepté son invitation pour cette rencontre de partage d'informations et d'échanges sur l'actualité en République centrafricaine. Dans son propos, le président Touadéra a expliqué que depuis un certain temps, l'atmosphère politique du pays est polluée par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, systématiquement relayées par une partie de la presse internationale. Ces désinformations sont souvent véhiculées par une minorité d'hommes politiques centrafricains dans lesquels la majorité du peuple ne se reconnaît pas. Parmi ces différents sujets qui inondent les réseaux sociaux, apparaît au premier plan la mise à la retraite de certains magistrats et fonctionnaires de l'État, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État centrafricain a rappelé qu'une vingtaine de magistrats et juges ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite, dont le magistrat Trinité Bango Sangafio, juge constitutionnel. À cet effet, plus de 50 fonctionnaires de l'enseignement supérieur ont également été mis à la retraite, dont Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée nationale, et Daniel Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Cette vaste campagne de désinformation et de manipulation, conduite notamment par certains partis de l'opposition, a fait l'objet de plusieurs controverses au sein de l'opinion publique nationale, voire internationale. Le président Faustin-Archange Touadéra a également mentionné que le peuple centrafricain a observé, et ceci à la grande surprise de tout le monde, que dans une déclaration sur l'état de droit et l'indépendance de la justice, publiée avant sa décision du 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a remercié des entités politiques, la société civile, des individus et pire, les requérants regroupés au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, pour les soutiens politiques que ceux-ci lui ont apportés. Cette déclaration d'amour entre la Cour constitutionnelle et l'opposition démocratique a alimenté le doute des Centrafricains sur la véritable indépendance de cette haute juridiction. Autant de sujets sur lesquels le professeur Touadéra est revenu. Eh bien, nous restons en République centrafricaine, mais cette fois, nous parlons bien sûr de la Cour constitutionnelle. Une semaine après sa destitution en tant que présidente de la Cour constitutionnelle en République centrafricaine, et bien qu'également en mise en retraite comme professeur de droite à l'université de Bangui, Daniel Darlan tourne définitivement la page. Le numéro de la haute juridiction centrafricaine songe donc à avancer, et même si elle ne conteste le procès par lequel on l'a donc enlevé aux affaires. Et la désormais ex-professeur de droit s'est donc exprimé sur les antennes d'un média. C'était le lundi 31 octobre 2022. Fond Noir a suivi cette information pour nous, ici son reportage. Daniel Darlan aurait-elle tourné la page? C'est la question que l'on se pose après la sortie médiatique de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Celle-ci a choisi la tribune France Monde pour s'exprimer une semaine après sa démise de fonction par le président de la République centrafricaine. Je n'ai pas l'intention de retourner à la Cour constitutionnelle. J'ai tourné la page. Je ne peux pas rester à me morfondre, à dire oh là là, oh là là. Non, 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 non. Il faut que je tourne la page pour pouvoir avancer. Je pars la tête haute, la conscience tranquille. Toutefois, Dame Darlan conteste le processus, sinon la démarche empruntée à travers laquelle elle a été démise de ses fonctions de présidente de la Cour constitutionnelle de la RCA par le décret numéro 2.455 rapportant partiellement les dispositions du décret numéro 17.133 du 10 avril 2017
entérinant l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle. Absolument. Je conteste la façon dont j'ai été relevé de mes fonctions. Ce qui me pose problème, c'est que j'avais un mandat au niveau de la Cour constitutionnelle. Normalement, ce mandat se terminait en mars 2024. C'est ça qui me pose problème. On peut comprendre pourquoi la professeure de droit ne reconnaît pas le nouveau président par intérim de la haute juridiction, Jean-Pierre Waboué, son vice-président d'hier. Cette passation de service n'avait pas lieu d'être. Pourquoi l'a-t-il accepté? Il était venu me voir le matin, il m'en a parlé. Je lui ai dit, je ne me présenterai pas à cette passation. Mais par contre, j'ai ajouté, en ce qui vous concerne, vous êtes libre. Il a choisi de faire cette passation de service. En tout cas, il m'assure, en ce qui le concerne, que ce n'est pas une trahison. Qu'est-ce qui l'a motivé? Il n'y a que lui qui pourrait l'expliquer, mais moi, je lui en veux pas. Je reconnais sa légitimité en tant que vice-président de la Cour constitutionnelle. Et lui-même, d'ailleurs, il sait actuellement qu'il est vice-président assurant l'intérim du président. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et comme si tout avait décidé de s'abattre sur elle, Daniel Darlan a vu également son départ de mise en retraite être acté par le conseil d'administration de l'université de Bangui. Et quant à ses rapports avec le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra, notamment sous la lettre qu'elle lui a transmise vendredi dernier, l'ex-numéro 1 de la Cour constitutionnelle dit ne pas vouloir perturber le président dans ses fonctions. Elle pense avoir agi pour la bonne cause et pour que le droit aide l'exécutif dans la réalisation de ses missions en République centrafricaine. Eh bien, sortons à présent de la République centrafricaine et entrons directement du côté de la République démocratique du Congo, où bien sûr on s'interroge aujourd'hui, peut-on encore croire à une escalade? Eh bien, l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, ambassadeur Rwanda à Kinshasa, dont été expulsé, c'était le samedi 29 octobre 2022, ceci à l'issue du Conseil supérieur de défense présidé par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Eh bien, cette expulsion intervient ensuite donc à la suite d'une escalade des attaques des rebelles du M23 dans l'est du Congo. Dans ce reportage justement signé Emma Mouto, les analyses politiques reviennent sur la situation houleuse entre les deux pays. Je vous propose d'écouter. Au regard des faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC. C'est l'une des résolutions prises par le Conseil supérieur de défense, présidé par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi, samedi 29 octobre 2022, suite à une escalade du conflit rwando-congolais. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega a été expulsé de Kinshasa sous fond de tensions accrues entre les deux pays. Les attaques des rebelles du M23 progressent depuis quelques semaines dans l'est de la République démocratique du Congo et pointent une implication rwandaise auprès du M23. Le Rwanda dément et accuse en retour la République démocratique du Congo. Selon les analystes, ce phénomène peut s'expliquer en deux facteurs paradigmatiques. Tout d'abord, l'explication d'un principe des relations internationales et du droit international, à savoir le principe de réciprocité qui instaure l'équilibre de la terreur sur le terrain. En effet, les deux pays s'auto-accusent, tout comme la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Parallèlement, le Rwanda accuse la RDC de soutenir la FDLR, c'est-à-dire la Force démocratique de libération du Rwanda, un mouvement rebelle qui lui est hostile et qui est actif dans l'est de la RDC. Ce qui explique sur le terrain que chaque pays à son niveau se tient en état d'alerte pour riposter en cas d'éventuelle attaque de l'autre. Le deuxième facteur paradigmatique est la dynamique extérieure occidentale. En effet, il ne faudrait pas épargner cette dynamique qui montre que ces mouvements rebelles bénéficient de l'appui de certaines puissances étrangères. Sinon, comment comprendre la présence des casques bleus au Congo depuis 2 décennies et la persistance de ces mouvements rebelles? Comment comprendre la sortie du secrétaire général des Nations Unies qui affirmait que le M23 détient du matériel militaire largement supérieur à celui du gouvernement du Congo? Pour le politologue camerounais Abdoundam, il serait judicieux,
voit plus important que les autorités de la sous-région prennent des dispositions afin de permettre un cessez-le-feu, notamment une médiation. On souhaite que, comme c'est déjà arrivé, que les autorités de la sous-région puissent prendre leurs responsabilités à l'effet de mettre sur pied une médiation en vue de mettre autour de la table pour une énième fois, parce que rien n'est au-dessus du dialogue, rien ne dépasse le dialogue. Ce n'est que par le dialogue que l'on peut trouver une solution pacifique et efficace. Je crois qu'il faudrait que les autorités de la sous-région puissent prendre leurs responsabilités à l'effet de mettre sur pied une médiation pour pouvoir permettre à ce que les deux chefs d'État puissent se trouver autour de la même table afin de rétablir la relation diplomatique entre ces deux États. Pourquoi? Parce que le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce sont deux pays voisins. Ils partagent plusieurs valeurs. Vincent Karega, désormais expulsé de la République démocratique du Congo, cela confirme une dégradation diplomatique entre les deux pays en attendant des résolutions plutôt fructueuses. Tigré, Éthiopie, où en est-on donc avec les pourparlers de paix à Pretoria entre le gouvernement fédéral de la région du Tigré pour donc tenter de mettre fin aux 2 ans de conflit meurtrier dans le nord de l'Éthiopie se poursuivent. Eh bien, pas de résolution entre les deux pays. Depuis le début des discussions, les combats continuent au Tigré, où justement progressent depuis mi-novembre déjà les troupes fédérales éthiopiennes épaulées par l'arme éthiopienne et par les forces et milices des régions de l'Amhara et bien sûr l'Afar voisine. Où en est-on donc avec les résolutions de ce conflit? Reportage avec vous, Kouma Biti. Débuté mardi 25 octobre 2022 en Afrique du Sud pour trouver la paix, des négociations entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens visant à mettre un terme à 2 ans de conflit sanglant dans le nord du pays, des pourparlers qui devraient s'achever le 30 octobre 2022 d'après le porte-parole du président sud-africain Vincent Magwenya. Plusieurs sources confirment que rien n'a encore été décidé de ce côté, ni même des résolutions n'ont été trouvées. Si au cours de ces pourparlers, des résolutions aboutissent, elles devront déboucher sur la cessation immédiate des hostilités qui ont repris depuis le 24 août dernier après plusieurs cessez-le-feu. De plus, il faudra une réouverture des accès pour l'acheminement de l'aide humanitaire en arrêt depuis la guerre des hostilités. Notons qu'en Afrique du Sud, où se tient le dialogue entre le gouvernement éthiopien et le Tigré, la forte délégation est menée par le vice-premier ministre Demeke Mekonnen et celle du Tigré menée par 7 autres membres. Rappelons qu'il s'agit d'un premier dialogue de paix entre les deux pays et qu'au sortir de ce dialogue, qu'il y ait des compromis favorables pour une suite favorable. À présent, parlons football. Nous sommes donc du côté du Cameroun, alors même que les activités ont repris à la Fédération camerounaise de football depuis quelques semaines déjà. Avec le championnat national Elite One, le palais des congrès de Yaoundé a vibré samedi dernier au rythme de la cérémonie de Ballon d'Or rendue à sa première édition. Une innovation à mettre à l'actif du nouvel exécutif de la FECAFOOT qui depuis le 11 décembre 2021 n'a cessé de multiplier des actions louables sur le terrain, preuve justement qu'on assiste à un renouveau du football camerounais. Guéné, reportage. Pour un coup d'essai, il est difficile de ne pas dire qu'il s'agit d'un coup de maître. Toutes les promesses, ou presque faites, le 11 décembre 2021, se matérialisent. Preuve d'une volonté, celle de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Samuel Eto'o, pour y parvenir, n'a lésiné sur aucun moyen, allant même jusqu'à explorer d'autres niches restées inexplorées jusqu'ici. Pendant la saison qui s'achève, les playoffs se sont joués à Garoua. Et on a eu un succès populaire encourageant. Le tournoi Interpol à Limbé a connu un engouement que l'on croyait définitivement révolu. La finale de la Coupe du Cameroun a bénéficié d'une affluence inédite. Et pour un coup d'essai, le trophée des champions joué à Bafoussam a été un coup de maître. Un coup de maître.
Comment ne pas célébrer l'excellence? L'excellence d'un championnat redevenu attractif, avec des subventions désormais fixées à 48 millions de francs CFA pour les clubs de l'élite Douane, 100 millions de francs CFA pour le champion du Cameroun, le salaire minimum d'un joueur en élite Douane étant évalué à 200 000 francs avec souscription à une police d'assurance. Comment le mot sauveur ne prendrait-il pas tout son sens dans un contexte pareil? Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire qu'on était dans le noir. Monsieur le Président. On était dans le noir. Mais Monsieur le Président, grâce à vous, vous nous faites rêver, Monsieur le Président, et notre football camerounais a de la valeur, Monsieur le Président, qui est Monsieur Samuel Eto'o. Merci. Les acteurs de plus en plus concernés et considérés, les retombées plus que jamais perceptibles sur le terrain. Mesdames, Messieurs, pour la version en langue française, c'est la fin. Ça se poursuit en langue anglaise avec vos Nabissi une fois de plus. Good day. Bon après-midi une fois de plus. Good day once more, ladies and gentlemen. Thank you immensely for saving the rendezvous. We debut the second segment in the English language in the Democratic Republic of Congo in Eastern Africa, where thousands of Congolese joined anti-Rwandan protests in the eastern city of Goma on Monday to denounce Rwanda's alleged support of the M23 rebels, as Kinshasa recorded its interim acting ambassador from Kigali. This comes amid soaring relations between the two countries. The rest of the story is in the following reports. Thousands of Congolese joined anti-Rwandan protests in the eastern city of Goma on Monday, denouncing Rwanda's alleged support of M23 rebels, as Kinshasa recalled its interim acting ambassador to Kigali in further soaring of relations. Rwanda has denied Congo's long-standing accusation that it backs the M23, a Tutsi-led rebel group that has attacked Congolese forces near the Rwandan border since 2012. Tensions escalated last month after the group launched a new offensive in North Kivu province and captured the strategic town of Kiwanja on Saturday, prompting Congolese authorities to expel the Rwandan ambassador. Congolese Foreign Ministry went ahead on Monday recalling the interim charge d'affaires from Kigali and ordering its newly appointed ambassador to Rwanda not to register his credentials, it announced in a statement. In August, the United Nations experts said they had found solid evidence Rwanda had been interfering militarily in eastern Congo. Rwanda's government has disputed the UN findings. Ladies and gentlemen, we now move away from the Democratic Republic of Congo and we take you to talk the security situation in the West African country of Nigeria. Nigeria's President Muhammadu Buhari held an emergency meeting on Monday, October 31st, 2022, with security chiefs after several foreign nations issued terror warnings last week for the capital, Abuja. This meeting, announced on Sunday by President Muhammadu Buhari's spokesperson, was to further review and strengthen the security network in the West African country. The rest of the story is with Chiofotso. Review and strengthen the security network in the country. The meeting follows a series of warnings by various foreign missions of an elevated risk of terror attacks in Nigeria, especially the capital. The United States, United Kingdom, Ireland, Canada, Germany, Turkey and Australia last week issued advisories to their citizens warning against non-essential travel to Nigeria. Nigerian authorities insist the country is safe and that there is no cause for alarm. But the warning caused fears among residents and led to the shutdown of businesses and activities. Security expert Senator Irebu said authorities are only trying to allay fears but that the warnings must be taken seriously. Nigerian security forces have been battling jihadist groups in the northeast for years, but concerned that such groups may be expanding, their attacks elsewhere are growing.
In June, authorities blamed Islamic State West Africa Province, or ISWAP, for an attack on a church in southwest Nigeria that killed 40 worshippers. It was the first attack in the region to be blamed on the terrorist group. 1 month later, ISWAP claimed responsibility for a massive jailbreak in Abuja that freed more than 800 inmates. More than half of the escapees were recaptured, but hundreds more are at large, including more than 60 terror detainees. Last Wednesday, security agencies raided a residential area in the capital and arrested at least 2 terrorism suspects, according to local media reports. We are still looking at the security situation in Africa, but we move back to the eastern part of the African continent, where we are taking you now to Somalia. 2 car bombs exploded at Somalia's education ministry next to a busy market intersection in the eastern African nation over the weekend, killing at least 100 people and injured 300. President Hassan Sheikh Mohamud said on Sunday, warning the death toll could rise in the coming days. The rest of the sad stories in the following reports. 2 car bombs exploded at Somalia's education ministry next to a busy market intersection over the weekend, killing at least 100 people and injured 300. President Hassan Sheikh Mohamud said on Sunday, warning the death toll could rise. Saturday's attack was the deadliest since a truck bomb exploded at the same intersection in October 2017, killing more than 500 people. The Al-Qaeda-linked Islamic group Al-Shabaab claimed responsibility, saying the ministry was not the center of a war on mines that teaches Somali children using a Christian-based syllabus. Members of the security forces were amongst the dead and injured, its statement sent to the press said. Al-Shabaab, which is seeking to topple the government and establish its own rule based on an extreme interpretation of Islamic law, has frequently staged attacks in the capital city Mogadishu and other areas of the country. White House National Security Advisor Jake Sullivan, in a statement on Sunday, said the United States strongly condemns the tragic terrorist attack and it remains committed to supporting the federal government of Somalia in its fight to prevent such callous terrorist acts. Other top officials have condemned this act, like the spokesperson for the United Nations Secretary General Antonio Guterres, World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, the European Union's Foreign Policy Chief Joseph Borrell, and the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, whom all have criticized the heinous attacks, garnered the support to the Eastern African nation towards its fight against extremism. Ladies and gentlemen, on our health page this afternoon, the death toll from a cholera outbreak in the southern African nation of Malawi accelerated to 180 from 110 on the 31st of October 2022, the Minister of Health said on Monday, raising concerns that the security or the situation or health situation could worsen in the southern African nation. The rest of this health story, take a listen to the details. The death toll from a cholera outbreak in the southern African nation of Malawi accelerated to 180 from 110 on the 31st of October, the Minister of Health said on Monday, raising the likelihood that the situation could worsen. The first case of the debilitating infection, which spreads mainly through contaminated food and water, has reported in March in southern district of Machinga. The case fatality rate has risen from 3% to 2.8% recorded at the start of October. Malawi's Health Minister Kumbize Chimboda said in a statement, adding that the total number of infections since the start of the outbreak stood at 5,939. In May 2022, Malawi, supported by UNICEF, the World Health Organization and the Vaccine Alliance Gavi, started a mass vaccination campaign in the country aimed at getting jabs into 1.9 million people above the age of 1 year. In that light, Malawi's Ministry of Health says Gavi
has provided sufficient doses to achieve the target figure. The Vaccine Alliance also said 12 of Malawi's 28 districts have been affected by the outbreak. To wrap up this second segment, we now talk elections in Brazil out of the African continent, while Luiz Inácio Lula da Silva has won Brazil's presidential election by a whisker against incumbent Jair Bolsonaro. Lula secured 50.8% of the vote compared to 49.2% for Bolsonaro on Sunday. The rest of these electoral commission results, of course, is in the rest of the story. Luiz Inácio Lula da Silva has won Brazil's presidential elections by a whisker against incumbent Jair Bolsonaro, who is yet to concede defeat. After the results proclamation, there were concerns that the far-right contender might challenge the results. According to the country's election authority, Lula secured 50.8% of the vote compared to 49.2% for Bolsonaro on Sunday. The new president-elect said his victory is that of a democratic movement that formed above a political party's personal interests and ideologies so that democracy could triumph. Bolsonaro had been leading throughout the first half of the vote count, but as soon as Lula took the lead, the streets of Sao Paulo city center filled with the sounds of cars honking their horns. The election was Brazil's most polarizing poll since it returned to democracy in 1985, since the military government that Lula, a former union leader, had railed against, and Bolsonaro, a former army captain, invokes with nostalgia. The vote also marked the first time that the sitting president failed to win re-election. Just over 2 million votes separated the two candidates. The previous closest race in 2014 was decided by a margin of roughly 3.5 million votes. Ladies and gentlemen, that will be it for the English segment of this midday bilingual newscast over 4U Television Africa. I have been Jake Napsey for presentation. Et pour la version française, mesdames, messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes.